Bonjour et bienvenue dans mon portfolio en jeu. Je m'appelle Blandine Vignal, je suis en fin de cursus d'études à l'Agro-Toulouse et je suis actuellement les cours au MSUI, Master spécialisé en éco-ingénierie. Et je m'apprête à vous présenter mon travail de portfolio en jeu qui s'inscrit dans l'unité d'enseignement Enjeux planétaires et anthropiques pour l'éco-ingénierie. J'ai décidé de travailler pour cet exercice sur le dualisme comme modèle de pensée qui a façonné notre société et continue de la façonner aujourd'hui. Mon intention est d'explorer en quoi le dualisme constitue un enjeu pour la transition écologique et sociétale et montrer en quoi il fait partie intégrante des multiples crises auxquelles nous faisons face. Donc ma réflexion s'enracine avant tout dans les cours d'écoféminisme que j'ai eu la chance de suivre au début de cette année à l'Université des Andes de Bogota par l'enseignante Lina Alvarez Villarreal du département des sciences politiques. Ces cours m'ont été précieux m'ont fourni de précieuses clés de compréhension du monde et je continue de les appliquer aujourd'hui. Mon cheminement s'est également enrichi des cours proposés au MSUI ainsi que de recherches personnelles. Donc commençons sans plus tarder. Qu'est-ce que le dualisme ? Donc le dualisme, c'est un paradigme de pensée, c'est-à-dire un système de pensée, de représentation et d'interprétation du monde qui propose une vision du monde justement à la fois binaire et hiérarchique fondée sur l'exclusion. Donc ce mode de pensée décrit le monde en reconnaissant deux substances qui sont distinctes, séparées, c'est-à-dire sans lien l'une avec l'autre, hiérarchisées et régies par des principes différents, voire antagonistes. Donc le dualisme se trouve dans différentes doctrines, qu'elles soient philosophiques, d'ordre moral, métaphysique ou ontologique, et il imprègne grandement la société occidentale moderne dans laquelle nous évoluons. Donc je précise tout de suite qu'il est important de différencier le dualisme de la dualité. Donc si dans ces deux modèles on envisage le monde en reconnaissant deux aspects de la réalité, ils divergent pour autant sur plusieurs points. Donc dans le cas de la dualité, les deux parties sont dites complémentaires. Ça veut dire que la partie A complète la partie B. Elles sont en relation entre elles et elles entretiennent un lien d'interdépendance. Il n'y a pas ou peu de hiérarchie et donc la vision qui en découle est double, depuis la partie A ou depuis la partie B. A l'inverse, dans le cas du dualisme, on a une hiérarchie qui est forte. La partie A est dite principale et la partie B est définie comme le défaut de la partie A. Elle est définie comme son pendant négatif, par exclusion, ce qui induit une notion d'infériorité. Et donc la vision qui en découle, c'est une vision statique et unique, qui est celle de la perspective de A uniquement. Et on considère que ces deux parties ne sont pas reliées, qu'elles n'entretiennent pas de lien. Donc si je prends un exemple, par exemple le jour et la nuit, on est bien dans une approche qui reconnaît deux réalités pour traiter de la luminosité et des activités ou de la temporalité par exemple, mais on a le choix de choisir entre le paradigme dualiste ou le paradigme duel. Donc dans le cas du dualisme, on dirait que le jour est la partie principale, qui est digne d'intérêt, définie par la présence de lumière et d'activité, tandis que la nuit est définie en négatif par rapport au jour. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas d'intérêt. A l'inverse, dans la dualité, on reconnaîtrait des caractéristiques propres à chacune des deux temporalités, et on reconnaîtrait la complémentarité entre ces deux moments. Par exemple, les espèces qui vivent le jour et les espèces qui vivent la nuit. Et il peut y avoir une légère prévalence sur le jour, du jour sur la nuit, mais les deux resteraient considérés. Voilà, petit exemple. En Europe, historiquement, la dualité a globalement prévalu jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Donc la dualité, où on reconnaissait la valeur des deux substances, même s'il y en avait une qui dominait sur l'autre. Mais la modernité, donc au XVIe, XVIIe siècle, marque un réel tournant vers le dualisme, un dualisme vraiment très fort. Et pour la suite de mon exposé, je me concentrerai sur cette pensée occidentale dualiste héritée de la modernité. Donc je vous propose de réfléchir à quel dualisme vous pensez en premier, qu'est-ce que ça vous évoque. Vous pouvez éventuellement
le noter sur un petit papier, noter vos idées, et puis on verra si d'ici la fin de l'exposé, on en a parlé. Donc personnellement, moi le premier dualisme qui me vient en tête, c'est masculin-féminin. Alors cela fait écho au contexte patriarcal dans lequel j'ai grandi et qui s'inscrit dans une continuité à la fois historique et politique de plusieurs siècles. Donc le patriarcat, ça se définit comme un système d'oppression par les hommes sur les femmes et les minorités de genre, et il se fonde sur l'attribution du genre à la naissance, et le genre, c'est un ensemble de conventions sociales qui mènent à un système de catégorisation binaire et hiérarchique des individus. Donc, dans la définition de genre qui est employée actuellement, on retrouve bien cette idée de dualisme. Le genre met donc en place une différenciation sociale importante, définissant des carcans auxquels les individus doivent se soumettre, avec des caractéristiques, des attributs et des rôles de genre attendus par la société en fonction de notre socialisation en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc en Europe, pendant longtemps, le genre s'est inscrit dans une dynamique duelle, où l'on reconnaissait par exemple aux femmes certaines qualités et compétences, notamment pour ce qui est du travail reproductif. Mais la révolution de la modernité a vraiment marqué un tournant dans les représentations, qui est richement documenté par l'historienne Caroline Merchant dans son ouvrage The Death of Nature. Et le paradigme dualiste va vraiment renforcer l'infériorité des femmes et nourrir de nouvelles dichotomies théorisées notamment par René Descartes ou Francis Bacon. Et parmi celles-ci, on peut citer la fameuse dichotomie corps-esprit. Donc, corps-esprit, mais aussi raison-émotion. Donc ces deux nouveaux dualismes, ils s'articulent avec celui du genre pour expliquer en fait le fonctionnement supposé naturel des individus. Donc c'est pour ça que j'ai nommé cette diapositive individu essentialisé. Pourquoi ? Parce qu'on va assister au développement d'un discours essentialiste, où on explique des modes de fonctionnement par des caractéristiques supposées intrinsèques aux individus. Donc d'après Descartes, il existe une séparation claire entre le corps et l'esprit, et l'intelligence se trouve essentiellement dans la pensée. C'est donc l'esprit qui domine sur le corps. Et plus encore, chez Descartes, c'est pas seulement l'esprit, mais plus particulièrement la raison qui est valorisée comme seul moyen d'accès à la connaissance, au détriment des émotions. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer comment ces dualismes-là vont s'articuler avec celui du genre. Donc d'abord celui de l'esprit et du corps. Donc on a vu que l'esprit était dominant sur le corps depuis Descartes, et j'ai décidé de représenter l'esprit au sein du cercle masculin. Pourquoi ? Parce que le monde masculin se dit appartenir au monde des idées, de la réflexion et de la pensée rationnelle. Donc je représente également la raison au sein de ces cercles-là. Le cercle masculin est englobant puisque ce sont les hommes qui ont l'apanage des domaines de la pensée, que ce soit l'esprit et plus particulièrement la raison. A l'inverse, pour le cercle féminin, on remarque que les femmes, dans les discours encore une fois, sont très fortement rattachées aux émotions. Elles sont considérées comme des êtres sensibles, émotionnels, mus par leurs émotions, submergés par leurs émotions et incapables de raison. Et plus largement, les femmes sont définies par leur corps et réduites à leur corps, que ce soit dans l'espace intime ou dans l'espace public. Donc on commence à avoir un début d'articulation entre les différents dualismes, et sous des allures de savoir scientifique, cette rhétorique essentialise en fait les individus et sert un projet de société précis dans lequel les femmes ne sont pas détentrices de savoir, sont incapables d'en produire, et parce qu'elles ne sont pas douées de raison. Et donc cela justifie qu'on ne leur accorde pas de place politique et qu'on décide pour elles. Donc on comprend alors que ce discours qui explique le mode de fonctionnement supposé naturel des individus
de ce discours découle un modèle de société s'appuyant sur le paradigme dualiste, un modèle de société que j'ai nommé de fracturé. Donc, de manière simplifiée, j'ai décidé de représenter plusieurs notions, de rassembler plusieurs notions dans la dichotomie norme-marge, par souci de simplification et de lisibilité. Donc, les dominants constituent la norme puisqu'ils se pensent comme le neutre. À l'inverse, toutes et tous les autres constituent les marges, les périphéries. Donc les dominants se pensent comme le neutre, tandis que les autres réalités sont reléguées au rang de l'expérience particulière et située, quand bien même elle serait majoritaire. Donc, si l'on détaille, voici ce que je sous-tends dans les catégories normes et marges. Donc, pour ce qui est de la norme, ça va être un ensemble de privilèges. Donc, on retrouve par exemple le fait d'être sujet, d'être capable de produire de la connaissance, d'être reconnu pour cela, d'être respectable et donc d'être respecté. À cela, on peut ajouter le fait d'être actif, puissant et donc souverain, la possibilité d'être riche, d'avoir du pouvoir, être dans la performance, pouvoir user de violence et enfin occuper l'espace public. Donc ça, c'est du côté de la norme et je l'ai bien mis dans la catégorie masculine. A l'inverse, pour ce qui est des marges, on va observer globalement des perspectives jugées particulières, des personnes qui sont objectifiées, qui sont considérées comme ignorantes, méprisables, passives, faibles et donc appropriables, qui sont plus généralement pauvres et soumises, et le fait que ces personnes sont dans le soin et cloisonnées dans la sphère privée. Donc cela mène à deux conséquences selon moi. D'une part, on observe la mise à l'écart de la société des femmes, notamment des cercles de production de la connaissance et d'exercice du pouvoir, mais également on assiste au mépris généralisé de tout ce qui est rattaché aux marges, donc à savoir tout ce qui se réfère au corps, aux émotions et au féminin. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est d'observer qu'aujourd'hui, on peut encore constater très nettement les héritages dans nos quotidiens, notamment dans ce qui est valorisé ou non. À présent, nous avons construit une première modélisation à partir du système de domination que constituait le genre, mais notre lecture mérite d'être affinée. Et notamment, j'aimerais revenir sur qui jouit des privilèges, parce que ce ne sont pas tous les hommes. Et en particulier, si on se replace dans le contexte du XVIe, XVIIe siècle, c'est le début de la colonisation, et donc pour être considéré comme raisonnable et pour pouvoir bénéficier des privilèges précédemment évoqués, il faut être un homme, certes, mais il faut être un homme blanc. Et ça m'amène à parler de la notion de race. Donc, le concept de race, il naît à partir de la colonisation. Donc on pourrait croire qu'il a toujours existé dans l'espèce humaine, mais en fait, ça n'est pas vrai. Il naît vraiment à cette période-là charnière de la colonisation. Et la race se définit comme un dispositif de pouvoir qui érige la différence en hiérarchie. Elle peut s'appuyer sur divers critères comme la morphologie, la géographie, la culture, mais ces critères en réalité varient grandement selon ce qui arrange la personne qui emploie ce concept. Et bien que ce concept soit revendiqué comme scientifique par les personnes qui l'appliquent, en réalité il s'agit d'une construction bien sociale, politique et stratégique. Donc, comme le résume le sociologue péruvien Aníbal Quirano, l'idée de race était un moyen de légitimer les rapports de domination imposés par la conquête. Donc, j'ai représenté les cercles de la catégorie blanc. Alors, à noter que le concept de blancheur n'avait pas de réalité tangible avant la création du concept de race. Donc, l'Europe ne s'est pas de tout temps considérée comme ayant une identité claire fondée sur des notions géographiques claires, culturelles claires et morphologiques, notamment la couleur de la peau. C'est vraiment une construction. D'ailleurs, on pourrait ajouter au dualisme blanc-non blanc celui de la métropole et des périphéries ou des colonies. Donc, j'ai décidé de représenter
le cercle de la blancheur en intersection avec le cercle du masculin, puisque tous ces privilèges peuvent être cumulés quasiment exclusivement que par les hommes blancs. Et à l'inverse, j'ai décidé de représenter les personnes non blanches à l'intérieur du cercle du corps. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce que les populations racisées ont été sans cesse ramenées et définies par leur corps, un peu comme les femmes. Donc que ce soit la mise en scène de leurs différences physiques, on peut penser aux os humains qui ont été mis en œuvre dans cette époque-là, mais bien sûr aussi le fait qu'elles soient perçues comme des êtres exploitables pour leur force de travail. Et donc là on pense au mode d'asservissement des populations colonisées, que ce soit l'esclavage ou les autres formes de travail forcé, quel que soit le continent. Et j'aimerais vraiment insister sur cet enjeu du corps parce que ça me semble particulièrement intéressant et j'y vois deux dynamiques. La première, c'est celle de ramener sans cesse des individus à leur corps et à les y réduire, ce qui objectifie les personnes. Et la deuxième, c'est celle de rejeter et de mépriser tout ce qui est relatif au corps, de le percevoir comme un objet simple, inanimé, mécanique, vulgaire, sale, dénué de savoir propre. Donc toutes ces caractéristiques qu'on retrouve plus ou moins dans les marges que j'avais précédemment évoquées. Et selon moi, c'est bien l'association de ces deux dynamiques qui rend les personnes réellement appropriables et qui autorise leur exploitation. C'est donc ce modèle de pensée dualiste qui a pour partie rendu possible l'appropriation des personnes racisées et des femmes de leur corps et de leur force de travail. Mais il nous manque un dualisme majeur à placer, c'est celui de la nature et de la culture, auquel on pourrait directement attenir d'ailleurs humain et non humain. Puisqu'il faut être humain pour accéder à la nature, et par exclusion, les êtres non humains et même non vivants se trouvent exclusivement dans le cercle de la nature. Donc dans ce dualisme, il y a clairement une supériorité de la culture sur la nature, héritée de la pensée cartésienne, et on considère que la culture est plus noble. C'est pour ça que je l'ai représentée ici dans la norme, puisqu'elle est selon moi un des privilèges que la norme octroie. Et bien évidemment, cette culture, elle n'est pas accessible à tout le monde. Elle est détenue exclusivement par une certaine élite, en l'occurrence les hommes blancs colons, les seuls considérés comme des êtres capables de raison et de produire de la connaissance valable, n'est-ce pas? Et qui se sont d'ailleurs fixés à l'époque pour mission de transmettre la civilisation, entendre par là au peuple colonisé. Et pour ce qui est du cercle de la nature, j'ai décidé de le représenter comme englobant bien sûr les femmes et les personnes racisées, mais aussi le cercle du corps, et de le représenter comme contenu dans les marges. Donc les penseuses écoféministes que j'ai étudiées ont nourri ce choix. Je pense notamment à Caroline Merchant et Maria Mies, qui ont travaillé sur cette époque de la colonisation et qui révèlent une association quasi systématique à la fois des femmes à la nature, mais également des peuples colonisés à la nature. Et dans le même temps, on observe quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est le changement de discours autour de la nature. Avec l'avènement de la modernité et de la révolution scientifique. Donc auparavant, ce qu'on qualifie de nature était considéré comme une mère nourricière, une sorte de tout cosmique dans l'imaginaire collectif qui était à respecter, quoi. Et de cette vision-là, on est passé à un amas de ressources inertes à exploiter. Et pour reprendre les mots de Caroline Merchant dans son ouvrage The Death of Nature, selon elle, se met en place une vision du monde mécaniste dans laquelle la nature est reconstruite comme morte et passive, devant être dominée et contrôlée par les humains. Donc plus encore, l'autrice considère que tant que la Terre était considérée comme vivante et sensible, on considérait comme un manquement à l'éthique humaine le fait de mener des actions destructrices à son encontre.
En cela, elle entend que c'est ce changement de paradigme qui a, selon elle, permis la licence morale extractiviste qui s'en est suivie. Elle a autorisé les actes de violence envers la nature. Et donc pour elle, on comprend que son ouvrage en fait montre à quel point comment le changement d'imaginaire sur la nature a permis de justifier et de nourrir des actes violents à son encontre. Et j'aimerais approfondir quelques liens entre les diverses dominations qu'on a citées jusqu'à présent. Donc, dans le discours hérité de la modernité et de la colonisation, il existe un lien fort entre les peuples colonisés et la nature. Ces derniers sont considérés comme dénués de culture, de savoir, de savoir-faire, et ils sont catégorisés comme sauvages. Donc sauvage, civilisé, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve entre culture nature et blanc non blanc. Pour ce qui est des femmes, elles sont elles aussi renvoyées systématiquement à la nature, et selon les mots de Vandana Shiva dans Staying Alive, la nature et les femmes, transformées en objets passifs, destinés à être utilisés et exploités pour satisfaire les désirs incontrôlés et incontrôlables de l'homme aliéné. Donc on observe un parallèle réel entre les modes de domination de la nature, des femmes et des peuples colonisés. Donc les femmes et les peuples colonisés sont réellement essentialisés et associés à la nature comme des êtres passifs ou sauvages. Et vu que la nature est dévalorisée, tout ce qui est attribué à la nature est alors appropriable et à dominer. Donc voilà, nous avons pu faire un petit tour d'horizon, pas tout à fait exhaustif, du paradigme dualiste hérité de la pensée occidentale. On peut noter qu'il existe des recouvrements clairs entre certains dualismes présentés et des systèmes d'oppression qui perdurent encore aujourd'hui dans notre société, donc parmi lesquels le genre, la race et la classe que nous avons évoqués. Mais aussi, on pourrait parler du validisme, puisqu'il existe un dualisme clair entre les personnes jugées valides et les personnes jugées non valides. Donc les personnes valides se trouveraient dans le cercle privilégié de la norme et de l'espace public, tandis que les personnes non valides se situeraient plutôt dans les sphères du corps et de l'espace privé. Néanmoins, ces recouvrements entre systèmes de domination et dualisme ne sont pas totaux. Tous les dualismes n'ont pas abouti à une forme organisée de domination, et à l'inverse, tous les rapports de pouvoir ne s'illustrent pas nécessairement par un dualisme de manière claire. Donc par exemple, si on pense au dualisme, si on pense aux discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'âge, il n'y a pas un dualisme derrière. Voilà. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que les dualismes permettent de justifier les dominations. Alors, on a pu étudier le cas des femmes, des peuples colonisés, des écosystèmes ou de la nature, mais on pourrait aussi parler des personnes non valides. Et en tant que régime de pensée, en fait, il permet l'avènement d'un certain régime d'action, en l'occurrence violent. Voilà, ce qui est sûr, c'est que les rhétoriques dualistes permettent presque systématiquement de servir un projet de domination et aboutir à une société inégalitaire. Et c'est ce que montrent les autrices écoféministes, comment ce discours-là justifie des violences de manière analogue. C'est ça qui est particulièrement intéressant pour alimenter la lutte contre ces violences. Le dualisme octroie une licence morale pour pouvoir exploiter à la fois les territoires, les peuples et les personnes. Et ce qui est intéressant aussi, qui a été mis en lumière, je l'espère, c'est comment les différents dualismes s'articulent et s'entre-alimentent les uns les autres. Donc cela permet de montrer en fait à quel point les différents systèmes de domination sont intriqués. Et donc par exemple, le fait que la nature soit infériorisée, ça permet de justifier que tout ce qui est attribué à la nature est à dominer. Ou bien le fait que le corps soit dévalorisé, ça fait que tout ce qui est attribué au corps est alors méprisable. Donc ça, c'est ce qu'on a traité ensemble. Et donc c'est pour cela que Maria Mies considère que pour se libérer d'un système, cela implique de se libérer de tous les systèmes de domination et de manière simultanée. La
La libération doit être simultanée pour être effective. Elle ne peut pas être partielle, elle ne peut pas traiter qu'un seul des pans du problème. Alors voilà, ça c'est la vision, la représentation plus ou moins synthétique de ce que nous avons vu, ce que nous avons pu explorer, et je voulais vous inviter à faire un petit exercice de positionnement. Comment est-ce que vous, en tant qu'individu, vous vous placeriez sur ces modélisations-là? Alors, peut-être à gauche, peut-être à droite, peut-être à l'une ou l'autre des intersections des différents cercles. Mais il me semble que ça n'est pas facile, parce que par exemple, moi je suis une femme blanche, donc plutôt là, mais en même temps, je sais que je bénéficie de certains privilèges, notamment l'accès à la connaissance, le fait d'être relativement riche, etc. Et donc, il est globalement difficile de se positionner sur ces représentations-là. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est vous ou moi le problème? Est-ce que ça veut dire que la modélisation est incorrecte? Ou est-ce que ça veut dire peut-être que le problème réside dans le modèle qui nous est proposé, à savoir le paradigme de pensée lui-même? Est-ce que le dualisme ne serait pas un mode de représentation du monde trop binaire et trop simpliste pour donner à voir toute la diversité et la complexité qui peuplent le monde? Je me demande si même en retirant la dimension de hiérarchie, c'est-à-dire de dire que le pan dominant, que ici ça serait le pan dominant et ici le pan dominé, même en retirant cette dimension-là, est-ce que le fait d'avoir une approche duelle n'est pas trop réductrice par rapport à la réalité et à la finesse qu'elle a? Donc si je reprends par exemple l'exemple du jour et de la nuit, où est-ce qu'on place l'aube? Où est-ce qu'on place le crépuscule? Est-ce que la nuit, c'est quand il fait tout noir, ou est-ce que la nuit, c'est quand on voit plus le soleil? Mais à partir de quand on voit plus le soleil? Et ça dépend de où est-ce qu'on se place sur Terre. Et ça dépend s'il y a une montagne en face de nous. Et est-ce que c'est le premier rayon ou c'est dès lors qu'on y voit clair? Moi, c'est assez complexe. Et moi, ma question, c'est peut-être de penser en fait les limites de ce système-là. Donc une première limite au dualisme, évidemment, c'est que il implique un rapport de domination qui est critiquable pour des raisons éthiques, mais d'autres limites que je vois au dualisme et qui sont partagées avec la dualité, c'est que ça ignore les continuités, ça ignore la finesse du monde, et ça nie également les interdépendances. Alors, dans la dualité un petit peu moins, mais dans le dualisme tout à fait. Ça nie les interdépendances entre les différents éléments, ça homogénéise les groupes. Et ça, est-ce que la nuit c'est toujours tout noir, ou est-ce que il y a des nuances? Et enfin, ça essentialise les différences. Et ce que j'aimerais pour finir cet exposé, c'est ouvrir en fait à de nouvelles perspectives, puisque il me semble que l'on peut penser en dehors de ces prismes-là extrêmement binaires, et notamment l'approche que moi je définis par spectre, ou l'approche dans la diversité, qui est promue d'ailleurs par Vandana Shiva dans son ouvrage, et qui est très finement représentée ici, je trouve. Et donc cette approche, elle se retrouve dans les théories queer, et l'idée c'est de considérer que en fait la réalité peut être vue sous une forme infinie en fait de substance, qui peut être représentée de manière spectrale, que la différence est une richesse, et qu'il existe des relations d'une réalité à l'autre, et ces relations sont fondées sur beaucoup de fluidité. Donc ça permet de faire émerger une vision tout à fait dynamique et multiple de ce qu'est le monde. Et ça me paraît bien illustrer le concept de complexité. Et de nombreux exemples d'ailleurs vont dans le sens de la diversité et de la fluidité. Et ce mode de représentation-là permet de l'épouser. Il y a beaucoup de concepts d'ailleurs dans notre science occidentale qui sont revus, aujourd'hui revisités à la lumière de ce mode de pensée-là. Et donc voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir fourni un aperçu clair de ce qu'est le dualisme et de en quoi ce paradigme comme régime ontologique est à la source des crises que nous traversons aujourd'hui.
C'était pour moi l'occasion aussi de rappeler l'importance des systèmes de valeurs et des systèmes de croyances, et à quel point la représentation que l'on se fait du monde est structurante pour nos manières d'agir, ce qui me semble être crucial pour des enjeux de transition. Et c'est pourquoi, selon moi, continuer d'alimenter ces discours dualistes, cela revient à continuer d'alimenter le problème. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de creuser un petit peu plus du côté du travail des écoféministes. Voici mes références. Je vous remercie encore une fois pour votre attention.